Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, l'émission Bismart, emploi, RH, tous les sujets d'actualité, des débats. Vous connaissez notre rendez-vous en direct du lundi au vendredi. Dans notre rubrique Bien dans son job, comment intégrer un nouveau collaborateur? On en a beaucoup parlé, ça s'appelle l'onboarding. C'est une étape importante, décisive, on en parle dans quelques instants. Working Progress, les invités de Welcome to the Jungle, on s'intéresse aux femmes, comment prendre sa juste place dans l'entreprise, on en parlera avec nos invités. Puis dans notre cercle RH, qui est le débat de Smart Job, on s'intéresse aux algorithmes. Alors, c'est le mot qui fait peur, on va s'y intéresser. Est-ce que les data peuvent remplacer les DRH en chair et en os? On fera le point avec nos invités. Et le débat n'est pas réglé, vous allez le voir dans quelques instants. Puis dans Fenêtre sur l'emploi, on découvrira les 5 qualités les plus recherchées pour un salarié. C'est le portrait robot du candidat idéal. Ça sera à la fin de notre émission. Mais d'abord, le JT, le journal présenté par Cécilia Sévry. Bonjour Cécilia. Bonjour Arnaud, dans l'actualité, aujourd'hui, la crise aura un impact fort sur le salaire des cadres en 2020. L'Association pour l'emploi des cadres dévoile ses chiffres. La rémunération brute annuelle médiane des cadres du privé est de 50 000 € par an en 2019. Mais une étude réalisée en mars auprès de 16 000 cadres du privé donne un nouvel horizon. La part variable de leur rémunération devrait baisser, ce qui touchera en particulier les cadres commerciaux et ceux des grandes entreprises. L'intéressement et la participation devraient être plus faibles avec des effets notables pour les cadres des grandes entreprises. En outre, la crise devrait ralentir les hausses de salaire individuelles ou collectives. Et en cas de chômage, le retour à l'emploi s'accompagne parfois d'une baisse de rémunération, relève l'APEC. Toujours au travail, les jeunes diplômés sont optimistes pour leur avenir. C'est ce que révèle un sondage Walter People mené auprès de plus de 400 jeunes diplômés non cadres. 67% d'entre eux sont optimistes quant aux opportunités professionnelles dans leur domaine d'activité pour l'année à venir. Et certains secteurs concentrent plus que d'autres cet état d'esprit. Dans la comptabilité, l'audit et la finance, par exemple, 80% des interrogés se disent confiants. Loin d'être effrayés par la crise, 61% des jeunes diplômés salariés sont persuadés que les opportunités seront nombreuses, voire même très nombreuses, dans les prochains mois. Côté rémunération, la confiance des jeunes diplômés est un peu plus nuancée. Seulement 25% des salariés avec moins de 3 ans d'expérience espèrent une augmentation et 21% anticipent même une baisse de leur rémunération. Enfin, Jean Castex veut son choc de simplification. Le Premier ministre prépare une batterie de mesures administratives pour faciliter la mise en œuvre du plan de relance, plan qui sera présenté demain. L'objectif est de faciliter la vie des entreprises, à la clé notamment l'inscription dans la durée de certaines dérogations prises sous le sceau des différentes lois d'urgence pour faire face à l'épidémie du coronavirus. Voilà pour les informations d'aujourd'hui. Je vous laisse avec Arnaud Ardouin et ses invités. Voilà, place à Bien dans son job, qui est notre première rubrique. Je l'évoquais, c'est un mot un peu barbare, on l'utilise beaucoup sur le plateau, c'est l'onboarding. Comment faire pour accueillir ce nouveau recruté qui a suivi un parcours du combattant, souvent beaucoup d'entretiens, de l'attention, et puis il va arriver dans l'entreprise. On en parle avec Flaubert Vuillier. Bonjour Flaubert. Bonjour Arnaud. Merci de revenir sur le plateau de Smart Job. C'est toujours un plaisir de vous accueillir. Vous êtes le fondateur de la Manufacture RH. C'est ça. Et évidemment, puisque vous avez eu auparavant un parcours dans les RH, vous vous êtes intéressé et vous vous intéressez auprès de vos clients sur l'onboarding. D'abord, c'est quoi? Ça veut dire quoi? L'onboarding, c'est l'intégration, tout simplement. C'est un mot, c'est un peu comme les soft skills avec les compétences. Il y a beaucoup de mots anglais. Exactement, on parle d'onboarding. Au-delà du mot en lui-même, il y a tout ce qu'il y a derrière. Moi, je voudrais insister aujourd'hui sur un point. Quand je clôt un recrutement avec un de mes clients, parfois, pas tout le temps, mais souvent, le client, dans l'attente de l'arrivée du collaborateur, voilà, il me dit « Ok, super, on est content, très bien, maintenant, il n'y a plus qu'à attendre. » Non, c'est là que ça se passe. Exactement, c'est dès le moment où la promesse d'embauche est contresignée, là, ça commence. Là, il y a plein de choses à faire. Il y a plein de choses à faire. Vous l'avez, conceptualisé à travers des étapes extrêmement précises que vous devez, je pense, utiliser avec vos clients. Ça commence par informer. Oui, ça commence par informer. Il faut que le collaborateur, on ne parle plus de candidat, hein. Ça y est, il va rentrer dans la famille. Et il a un contrat. Il va arriver, il a un contrat. Il faut que ce collaborateur se sente
intégré dans la famille, qui voit ce qui se passe dans l'entreprise. L'informer, c'est l'informer sur la vie de l'entreprise, sur le business, sur les nouveaux projets, sur la sortie d'un nouveau produit. S'il y a des notes qui sortent, on lui fait passer ces qui notes. ne découvre pas ça en arrivant dans l'entreprise. Qui commence à être en énergie, à se dynamiser. Pour prendre un terme, on commence à ambiancer ce futur collaborateur au niveau de ce qui se passe dans l'entreprise. Puisqu'on est dans l'ambiancé, la deuxième étape, c'est le voir, le sentir, voilà, voir sa personnalité, qui il est en fait. Exactement. Mais vous parlez de personnalité, c'est un très bon point. On n'est plus là dans le process de recrutement. On n'est plus en train de se dire est-ce qu'il va être bien, pas bien. Ça y est. Là, on le voit. On fait tomber un peu tous les codes. Moi, j'encourage souvent les managers à le voir de manière informelle. Petit déjeuner, dîner, un apéritif, une bière, quelque chose. Hors cadre boulot, comme on dit. On fait tomber les codes et là, on n'est plus sur qui je suis, moi manager, ma vie, mon œuvre, qui tu es toi. Est-ce qu'on a des points communs d'ailleurs? On est en train de créer le socle de la relation managériale qui va nous amener à gérer des projets, à mener à bien des idées. Donc, on crée ce socle-là. On discute de choses qui sont peut-être parfois un peu personnelles. Et puis, on en profite également quand on est un bon manager pour répondre à toutes ces questions. Il y a des questions parfois qu'il n'ose pas poser, le dress code, enfin toutes ces choses qui font que... Tous les à côté qu'on n'a pas eu dans l'entretien. Exactement. Ou les entretiens d'ailleurs. Exactement. Le faire voir dans votre schéma, je dirais, d'évolution, c'est le prolongement. C'est-à-dire qu'on va le jeter à travers un petit déjeuner, un close meeting, une réunion. On dit voilà, il va arriver dans quelques jours, on voulait vous le présenter. C'est comme ça que ça pourrait se faire? Exactement. On va cascader l'étape d'avant. Il manage une équipe, on va lui faire rencontrer son équipe. Moi, c'est ce que j'appelle briser la glace. Ça, c'est un moment important quand même. C'est un moment très important. Ouais. Et puis surtout, c'est un moment où là, on va gagner du temps par rapport à son arrivée. La glace sera déjà brisée, on se sera déjà rencontré. Et puis, il y a son équipe, mais il y a également ses alter ego, les gens avec lesquels il va devoir mener à bien des projets, travailler. Et bien là, on a un moment pour les faire se rencontrer de manière informelle, créer des liens et avancer plus vite. Donc en fait, se faire voir, c'est le moment où le cadre, le collaborateur va prendre ses marques. Il va découvrir son équipe, leur personnalité, et réciproquement, l'équipe va se dire tiens, il est habillé comme ça, tiens, il parle comme ça. C'est très important ce moment-là. C'est très, très, très important. On va au-delà du professionnel, on est sur de la personnalité. La psychologie même. Exactement. Et puis, c'est la première impression qu'il va faire. Et c'est un moment très important. Et c'est aussi la première impression qu'il va avoir de ses futurs collaborateurs. Et puis enfin, dans le schéma que vous avez préparé, c'est le faire participer. Alors c'est un peu compliqué parce que tant qu'il n'a pas pris son poste, il n'est pas opérationnel. Comment on fait pour le faire participer ? Alors, il y a plusieurs solutions. On peut le faire participer, lui demander un avis sur un projet, lui demander un avis sur un recrutement, sur un futur collaborateur. Et puis moi, il y a quelque chose qui me parle beaucoup. Il y a un vrai sujet autour de la réunion. Arriver à le faire participer à une réunion, aujourd'hui il y a beaucoup de réunions en Zoom, donc on ne prend pas trop de risques si on le fait comme ça, mais une réunion, c'est une mini-représentation de l'entreprise. Il y a aussi ce syndrome... Vous voulez dire une réunion avec un potentiel client ou à quelqu'un Non, une réunion d'équipe ou un comité de direction. C'est pas pareil. Là, on voit, dans un comité de direction, par exemple, on voit quels sont les sujets qui sont traités, les sujets importants, ceux qui sont moins importants, les relations politiques qu'il y a dans l'entreprise, les codes. Évidemment. Chaque entreprise a ses codes. Là, il va pouvoir, de manière totalement décontractée, parce qu'il ne portera aucun projet, il va pouvoir se rendre compte des sujets, des projets, de la façon dont ils sont portés. C'est à la fois une zone de risque pour le recruter, parce que c'est vrai qu'il arrive vierge, et il peut commettre, on peut le dire, un impair. Il peut avoir une attitude qui n'est pas dans les codes de l'entreprise. Trop sûr de lui, trop intrusif. Il y a un vrai danger dans cette zone-là aussi. Après, sur cette première réunion, il y a peu de risques dans le sens où il ne portera pas de sujet. Il est juste là en observateur. La seule chose qu'on va lui demander, c'est de se présenter. Il est bien accompagné par son manager. Et en général, quand on arrive dans une entreprise, on arrive plutôt avec une bonne image. Il y a peu de risques, mais c'est comme un homme politique. Au départ, c'est toujours super, quoi. Là, c'est 100 jours. Ouais, c'est les 100 jours. Il a 100 jours. On leur 100 jours. Après, recruter, c'est évidemment prendre un risque. Oui. Ou alors, si on voit un peu sur le côté un peu anglo-saxon, c'est saisir une opportunité. Allez, allons sur le fait de saisir cette opportunité. Ça vous est arrivé, avant de nous quitter, d'avoir un client qui avait, sur la base du recrutement technique des entretiens, trouvé la perle rare, et puis lorsqu'il est rentré dans cette étape d'entre-deux, du onboarding, il vous a dit, en fait, on s'aperçoit que c'est pas lui, quoi. Évidemment, c'est ce qu'on appelle
une période d'essai qui ne se passe pas bien, vous savez, il y a 2 chiffres qu'il faut retenir. 4% des collaborateurs quittent leur job après la première journée parce que la première journée était catastrophique. 70% des gens qui sont recrutés se posent la question de rester ou de partir dans les 6 premiers mois. Donc il y a vraiment ce travail à faire. Il y a un sujet sur cette Il y question-là. a un vrai sujet. Et plus on arrive à augmenter cette période, donc à la commencer le plus tôt possible, ce que j'encourage vraiment chaque manager à faire, plus on se donne l'opportunité de réussir. Et c'est vrai que derrière, il y a de vrais enjeux financiers. Un recrutement qui échoue, ça coûte des milliers, voire des dizaines de milliers d'euros. Parce que derrière, il y a selon toute les postes. une Et procédure. on perd du temps et on perd 6-9 mois. Donc il y a de vrais enjeux. Et puis, il faut quand même penser au recruter, parce que même s'il ne correspondait pas ou ne correspond pas, ça brise un candidat. Et exactement. Que de rater la marche, que de devoir lui-même reprendre les entretiens, ça le brise dans sa confiance. Combien de candidats, moi, je peux accompagner aussi, par exemple, en coaching, sur des process qui ne se sont pas bien passés à un moment dans leur carrière. Et donc, on les accompagne pour leur redonner la confiance qu'ils doivent avoir. On devrait voir votre animation, parce que c'est vous qui l'avez mise en place avec ces 4 étapes, je les rappelle, informer, voilà, on le voit, le voir, le faire participer. C'est une animation avec quelques dessins que vous aviez, mais que nous avons mis évidemment sous forme d'histogramme. Flaubert, merci d'être venu sur le plateau. Peut-être qu'on viendra, on en a parlé la semaine dernière, mais peut-être que tu viendras nous parler de l'offboarding, parce qu'il y a un autre sujet dont on parle vraiment très peu, c'est le moment où le candidat ou le recruté va quitter l'entreprise, et là, il ne faut pas se manquer non plus. Ça sera peut-être l'occasion de venir nous en reparler, parce que c'est un autre espace extrêmement sensible dans l'entreprise. Merci d'être venu sur notre plateau. Merci Arnaud. La suite de notre rubrique, c'est Working Progress, vous le connaissez, avec les invités de Welcome to the Jungle. On parle des femmes, il y a de l'onboarding, puis il y a un débat aussi de la place des femmes dans l'entreprise. On en parle tout de suite avec mes invités. Working Progress avec mes invités. Mon invité, les invités de Welcome to the Jungle. Je le dis pour les habitués de l'émission, eh bien vous retrouverez Jérémy Cléda évidemment dans quelques jours. Il est le fondateur de Welcome. Et ce sont les choix, les thématiques de Welcome to the Jungle. Je suis très heureux d'accueillir une consoeur, Lucille Quillet. Merci d'être avec nous. Vous êtes venue avec votre livre, Libre de prendre le pouvoir sur ma carrière. Alors, qu'on le dise tout de suite, ce n'est pas un livre de littérature, c'est un guide pratique qui est le fruit finalement de vos observations, de ce que vous avez vécu. Qu'est-ce que vous avez voulu dire d'abord dans le fait qu'on écrive un livre? Ça veut dire que vous prenez la parole, vous prenez un espace. C'est quoi le message? Alors, c'est un guide de coaching. Comme vous l'avez dit, c'est pas de la littérature. Ouais, c'est pratique. C'est pratique, c'est des conseils concrets. Moi, je suis journaliste, ça fait plusieurs années que j'écris sur la vie professionnelle des femmes. Et c'est vrai qu'il y avait en fait tout un discours assez pessimiste sur les inégalités. On parlait toujours des inégalités de salaire ou du harcèlement sexuel. Elles existent, hein, c'est concret. C'est 10% évidemment. Aujourd'hui. Évidemment, elles existent et elles sont terribles. Moi, ce que j'avais voulu faire, c'était amener en fait à l'étape d'après, parce qu'on disait aussi oser aux femmes, oser, soyez audacieuses, mais il faut encore savoir comment est-ce qu'on fait. Donc le but du livre, c'était vraiment d'apporter des conseils concrets, des solutions pratiques. Donc il y a l'avis des coachs, il y a l'avis d'experts en risques psychosociaux, il y a des avocats du travail, il y a des témoins dedans. Donc c'est vraiment le but de donner des solutions concrètes pour prendre le pouvoir sur sa carrière, évidemment. C'est un sujet dont on parle beaucoup, de la place des femmes dans l'entreprise. Il y a beaucoup de forums, d'associations, de mouvements, de prises de parole aussi. Vous parlez du syndrome de l'imposteur. Oui. C'est quoi ? Alors, le syndrome de l'imposteur, c'est en fait ne jamais croire en sa valeur au jour J, toujours se remettre en question, toujours croire Les femmes doutent plus que les hommes ? Elles doutent plus parce qu'elles se posent beaucoup de questions. Bon, là où peut-être les hommes devraient s'en poser un petit peu plus souvent. Ouais. Mais c'est-à-dire qu'elles vont toujours se remettre en question. Ça peut être positif de se remettre en question. Mais quand on est dans le doute permanent... On n'avance pas. On n'avance pas. Est-ce que je suis à ma place ? Est-ce qu'on se responsabilise aussi beaucoup ? Pour les autres, je ne vais pas candidater à tel poste parce que je n'ai pas 100% des compétences. Mais ça, moi j'ai envie de vous dire, c'est au recruteur de décider. Si votre patron vous fait confiance, considère que vous êtes apte pour telle mission, allez-y et arrêtez d'être trop dans le perfectionnisme et de se dire je dois être au maximum de ce poste, au maximum de mes capacités. Faut repenser sa valeur au jour J et s'ancrer dedans. Vous soulevez le problème de la légitimité. En fait, les femmes se posent des questions sur leur légitimité. Est-ce que vous avez le sentiment que tout ça est très lié à notre société très patriarcale, où pendant longtemps la femme a été reléguée à des cours de couture et de cuisine? Alors, il y avait ça, mais en fait, quand on y réfléchit, ça fait pas très longtemps Mais non. que les femmes sont sur le marché du travail. Enfin, elles ont toujours travaillé.
Elle vote depuis 45. Voilà, Avant, on considérait que le vote d'une femme, ça ne pouvait pas exister. Voilà, donc, mais les femmes ont travaillé au cours des siècles, sauf que le travail tel qu'il est formaté aujourd'hui dans notre société, elles sont arrivées au final il n'y a que quelques décennies. Donc ce problème de légitimité, c'est toujours se dire est-ce que j'ai vraiment ma place ou de devoir toujours être dans une reconnaissance éternelle envers la personne qui nous a tendu la main à un moment, plutôt que de se dire j'ai ces compétences, je fais bien mon travail et j'ai le droit d'aller plus loin et je fais ma carrière surtout pour moi et pas pour plaire aux autres, pour avoir l'approbation des autres, pour rester parce qu'il y a aussi un problème d'éducation très différente entre les garçons et les filles. Bien sûr. Donc une femme, elle va vouloir être vertueuse, vouloir rester sage à sa place et du coup être moins dans ses démarches proactives au moment de grimper les échelons en entreprise. Avant de nous donner quelques conseils pratiques pour ceux qui nous regardent, pour des femmes qui auraient envie de suivre vos conseils, il y a un débat aussi entre vie privée et vie professionnelle. Évidemment. C'est un débat qui pèse, qui est lourd sur les épaules des femmes. Oui. On l'entend, une deuxième journée. Il y a eu des campagnes d'ailleurs du gouvernement sur ces femmes qui avaient Bien des sûr. activités Et ça s'est accentué qui avaient des pendant le crises confinement. cardiaques, de fatigue. Bien sûr, c'est du burn-out. C'est du burn-out parental. Le problème, en fait, c'est qu'aujourd'hui, on dit aux femmes, vous devez être des Wonder Woman. Ben oui. Vous devez casser le plafond de métiers. verre. Vous devez grimper les échelons, être la working girl parfaite, mais en même temps, ne rien sacrifier à votre vie personnelle. Parce que Et rester une femme et une mère. Voilà, donc il faut tout être, mais il faut tout être en faisant tout toute seule. Et ça, c'est le vrai problème. Ça évolue un peu ou pas, franchement, sans faire preuve de... Très lentement. Ça évolue très lentement. Et là, on l'a aussi vu pendant le confinement. En télétravail, les femmes étaient celles qui disposaient le moins d'un bureau à elles, d'un espace à elles. C'était elles qui géraient encore les tâches domestiques. Ouais. Et ça, Beaucoup d'articles ont été publiés à ce moment-là. Le sujet de la vie personnelle est de toute façon imbriqué dans la carrière. Parce qu'il y a un moment, on gère un emploi du temps, on parle de conciliation. Il faut repenser la conciliation pour être deux dedans. Dans une famille, il y a 2 parents, il faut que chacun s'engage pour avoir l'espace qu'il peut occuper dans sa carrière aussi. C'est un débat de société profond. C'est un débat qui bouge, parce que les choses évoluent. Les choses ne sont pas restées immobiles depuis une vingtaine d'années, mais c'est vrai que c'est très très lent. Les conseils pratiques, qu'est-ce que vous dites d'un point de vue pratique pour dire à une femme, voilà, je vous prends par la main, c'est possible, vas-y. C'est quoi les conseils pratiques? Alors, il faut en fait se décomplexer beaucoup à propos du regard des autres. Mais là, il faut être aidé, excusez-moi Lucie. Est-ce qu'il faut être aidé par un coach, par quelqu'un qui... Alors, tout le monde n'a pas les moyens de se payer un coach. Voilà, ça c'est vrai. Donc moi j'ai écrit ce livre c'est ça. qui coûte moins cher qu'un coach c'est vrai. où il y a des conseils de coach. Moi j'ai écrit pendant des années en interviewant des coachs dans plein sur de journaux. Voilà. Donc il y a ce livre. Ce qu'il faut faire, je pense, c'est surtout se poser, être un petit peu plus égoïste d'une certaine façon, se poser les questions pour soi. Moi je dis pas crever le plafond de verre, soyez la working girl. Soyez vous-même. Voilà, parce qu'en fait il y a toujours de la culpabilité à tous les étages, qu'on veuille faire carrière, qu'on veuille s'arrêter pour être à temps partiel. Ayez la carrière que vous voulez. Faites vos propres choix et c'était vraiment le but de ce livre, c'est de donner tous les outils pour que les femmes se décomplexent, fassent de l'autopromotion, réseautent, sachent mettre en avant leurs compétences et arrêtent aussi de penser un peu trop au regard des autres pour avoir vraiment la carrière qui leur ressemble. Chacun doit trouver son chemin pour réussir sa vie. Tout à fait. Il n'y a pas qu'un seul modèle de réussite pour devenir un top manager. Il y a des femmes très heureuses. Chacun doit faire sa propre définition de la réussite. Quand on dit vous pouvez tout avoir, c'est peut-être surcharger la barque parce que tout le monde ne veut pas forcément tout. Moi, je conseille vraiment de redéfinir son propre tout. Qu'est-ce que c'est tout avoir pour moi? Avant de nous quitter, il y a des instruments institutionnels qui ont été mis en place pour permettre à des femmes d'être dans les conseils d'administration. C'est une forme de discrimination positive. Vous y adhérez, vous, à ce modèle-là, où vous dites le système doit se réguler de lui-même, ou alors on crée des outils? Le système ne se régule pas de lui-même. Non, il faut des outils. Les femmes sont talentueuses, elles sont là, elles ont envie. Elles sont vertueuses, vous disiez, sérieuses. Oui, mais alors, vertueuses dans le sens où il ne faut pas être trop stratège, il ne faut pas être dans la manipulation. Vous voyez, quand elles se disent « Ah, mais je vais réseauter, je vais contacter telle personne, on va penser que je manipule ». Non, c'est juste rencontrer des gens, dire ce qu'on sait faire, dire ce qu'on veut faire aussi. Moi, je pense que les quotas, c'est une très bonne solution, mais ça ne suffit pas. Aujourd'hui, on ne parle que de la place des femmes dans les conseils d'administration et de surveillance. C'est une minorité par rapport à toutes les femmes actives. Il y a tous les postes intermédiaires de cadres, de managers qui sont souvent un peu évidemment... Et puis il faut aussi revaloriser le travail des femmes. C'est-à-dire que les secteurs dits féminins sont moins bien rémunérés parce que leurs compétences
sont sous-estimées en fait. Et être dans le care, on a beaucoup parlé du care pendant la crise du coronavirus, être dans le care, être dans l'écoute, être dans le soin des autres, prendre sur soi, c'est des compétences. C'est pas inné du tout. Les femmes l'ont appris et aujourd'hui, il faut aussi que ça soit revalorisé en termes de salaire. Merci Lucille Quillet, Merci à journaliste dans beaucoup de journaux, journaliste indépendante et auteur de ce livre, Libre de prendre le pouvoir sur ma carrière. C'est votre livre, c'est un guide pratique extrêmement concret, ça coûte moins cher qu'un coach. Penchez-vous sur le livre de Lucille. On continue notre... Merci d'être venu sur le plateau. Vous reviendrez. On continue notre rubrique Working Progress. On reste avec les femmes. C'est travailler demain. Un nouvel invité, on le découvre. Working Progress, travailler demain, notre deuxième chapitre de cette rubrique avec Welcome to the Jungle. Et on reste dans, je dirais, la thématique des femmes, de leur place dans l'entreprise, avec Garance Hiverneau. Merci d'être avec nous. Vous êtes la CEO de 5A Conseil, cabinet spécialisé dans l'accompagnement des femmes dans leur carrière. Alors là, vous n'avez pas écrit un livre, c'est concret, vous les accompagnez. Vous êtes très complémentaire avec ce que vient de nous dire Lucille Quillet. En quoi consiste l'accompagnement de 5A? Comment ça marche? Qu'est-ce qu'il apporte en plus de ce que pourrait faire un accompagnement traditionnel? Alors en fait déjà il y a 2 éléments déclencheurs qui m'ont donné envie de créer cette boîte. Le premier élément c'est mon histoire personnelle puisque j'ai été 10 ans salariée sans jamais vraiment trouver ma place. Et puis j'ai fait un bilan de compétences qui a littéralement changé ma vie. Et d'ailleurs je me suis dit à l'époque comment ça se fait que cet outil est assez peu utilisé. Et puis il y a une question beaucoup plus globale puisque les femmes aujourd'hui ne sont pas épanouies dans leur carrière. Seulement 26% d'entre elles se disent satisfaites de leur vie professionnelle et plus de la moitié d'entre elles déclarent manquer de soutien dans leur vie professionnelle quand ça va mal. Donc nous, on a dépoussiéré le bilan de compétences pour créer un bilan de compétences 100% en ligne et 100% au féminin pour leur permettre d'être plus épanouies dans leur vie professionnelle. On va s'intéresser à votre bilan de compétences qui est personnalisé, qui est affiné et qui correspond, je dirais, aux besoins des femmes. Mais qu'est-ce qui bloque dans l'entreprise? Vous qui l'avez vécu, vous dites pendant 10 ans, j'étais un peu perdu, vous n'arriviez pas à progresser, vous ne trouviez pas votre place? Alors, je pense que c'est une question qui est évidemment très complexe et surtout qui est systémique et multifactorielle. Mais on l'évoquait il y a une seconde. Voilà, exactement. Donc, c'est évidemment très difficile de répondre à cette question. Moi, je pense qu'il y a 3 leviers. Il y a évidemment sortir des préjugés habituels comme quoi les femmes ne sont pas ambitieuses, par exemple, donc des préjugés que la société a encore aujourd'hui, les entreprises également. Il y a l'arsenal législatif. Il y a plus de 6 lois qui ont été votées en l'espace de 30 ans. Donc, les choses évoluent. Malheureusement pas assez vite, mais ça évolue quand même. Mais il faut aller plus loin, comme par exemple avec le rendre obligatoire le congé paternité et le rémunérer, bien entendu. J'allais venir. Voilà, donc, la politique familiale, elle a un rôle essentiel. Hein. Évidemment. On voit qu'en Allemagne, le travail des femmes n'est pas du tout le même parce qu'il n'y a pas une politique familiale aussi forte. On a quand même une politique familiale qui soutient et qui donne la possibilité aux femmes de travailler. Et pourtant, dans l'entreprise, elles ont du mal à trouver leur place. Oui, parce qu'il y a des freins qui sont aussi des freins internes liés aux stéréotypes que les femmes ont parfois intériorisés. Et c'est là où nous, on intervient pour décortiquer ces stéréotypes et leur permettre d'identifier quels sont les leviers à leur niveau, elles sont aussi actrices du changement, hein, bien évidemment, pour pouvoir accéder à une carrière beaucoup plus épanouissante pour elles. Les femmes qui poussent la porte de 5A sont des femmes qui ont déjà conscientisé, disaient qu'elles allaient quitter leur entreprise. Ce sont des femmes qui vous disent « j'aimerais bien progresser dans l'entreprise, j'y arrive pas ». C'est quel profil? Alors en fait, on a vraiment tout profil. On a en tout cas le fil conducteur, ce sont des femmes qui ne sont pas heureuses dans leur vie professionnelle. Ça, c'est la base. Donc c'est la base. Elles peuvent être d'ailleurs demandeurs d'emploi ou salariées ou indépendantes, quel que soit leur statut, mais elles n'arrivent pas à sortir de la situation toutes seules. Donc il y a vraiment un premier constat. Elles sortent d'un burn-out, d'un bore-out. La crise sanitaire, évidemment, a engendré énormément de questionnements. Des cas lourds, si je peux me permettre. Des cas lourds ou juste aussi, tout simplement, j'ai envie de donner un grand coup de fouet dans ma carrière, mais je ne sais pas comment faire. Et en fait, c'est là où on intervient. Grâce à l'alliance d'une technologie qu'on a développée, donc une plateforme qui permet de leur offrir du contenu spécifique sur la carrière au féminin, comment annoncer son congé maternité à son employeur, comment développer son réseau, etc., et un accompagnement individuel avec une coach dédiée qui va les suivre sur 8 semaines pour leur permettre d'identifier leurs freins et bien évidemment d'aller vers une carrière plus en phase avec leurs aspirations profondes, leur contexte de vie et le marché de l'emploi, bien entendu. Question pratique, comment on accède à 5A? Parce que les DRH sont informés que vous existez ou c'est le bouche à oreille qui fait que les femmes se disent tiens, il y a une structure pas mal et qui est plutôt adaptée à nos besoins? Comment ça marche?
Alors, il suffit de nous contacter sur notre site internet. Alors, les DRH sont évidemment au courant, puisque les DRH, malgré toutes les mesures qui existent, ont beaucoup de mal à faire évoluer leurs collaboratrices à des postes à responsabilité. Donc, parfois, elles nous contactent. Mais la plupart du temps, ce sont les femmes elles-mêmes qui viennent nous voir en disant, voilà, ça ne va plus, je ne suis plus heureuse, je ne sais pas comment faire, j'ai besoin d'aide. Et le gros avantage du bilan de compétences au féminin, c'est qu'il est pris en charge par le CPF. Donc les femmes ne payent pas cette prestation. Ça, c'est un argument important. Ce qui permet, c'est un argument majeur, parce que les femmes aujourd'hui qui sont aidées dans les entreprises sont souvent des femmes top managers, qui sont en effet extrêmement outillées, aidées, mais toutes les femmes qui sont employées, cadres moyens, malheureusement, n'ont pas tellement d'outils à disposition à ce jour. Qu'est-ce qu'elles deviennent, ces femmes qui poussent la porte de 5A, une fois qu'elles se sont jetées à corps perdu dans votre bilan de compétences, les 8 semaines de coaching? Qu'est-ce qu'il en sort? Ce sont des femmes que vous retrouvez différentes du premier jour où elles sont entrées? Vous le constatez? Nous, on le constate, et d'ailleurs, il faut le voir sur nos avis clients. Le changement est souvent radical. Alors, soit elles changent complètement de carrière, de secteur d'activité, de métier, soit elles évoluent en interne au sein de leur entreprise, voire elles créent leur propre entreprise, puisque l'entrepreneuriat, évidemment, est un levier extrêmement important pour plus d'indépendance pour les femmes. Comment vous faites quand une de vos candidates vous dit moi, mon mari, il ne lève pas une paille dans la maison, je m'occupe des enfants, je dois laver la voiture, je dois faire la lessive, je dois faire le ménage et je dois aussi faire les devoirs de l'enfant. Qu'est-ce que vous lui répondez là à ce moment-là? Alors, il est vrai que la charge domestique, c'est une grosse caricature, mais qui malheureusement existe. Les chiffres le montrent. Les femmes assument 2 fois plus de corvée domestique encore aujourd'hui par rapport aux hommes. Donc, ça, vous l'avez intégré dans la plateforme? On l'a intégré. Il y a vraiment une question d'articulation vie pro, vie perso, puisque effectivement, le temps passé sur les corvées, sur la charge familiale, je ne peux pas rester en réunion, j'ai mon enfant récupéré à la crèche. Combien de fois vous l'entendez? C'est pour ça que c'est systémique, que les entreprises, évidemment, doivent faire des efforts sur le présentiel, en tout cas sur tous les sujets, évidemment, qu'elles connaissent. Mais les femmes elles-mêmes doivent aussi imposer parfois dans leur sphère familiale, mais aussi dans la sphère publique. Plus compliqué ça. Voilà, c'est plus compliqué, mais nous, on leur donne des outils extrêmement concrets et pragmatiques pour les aider, évidemment, à le faire. Donc, c'est-à-dire presque à donner des éléments de langage pour négocier avec son mari. Exactement. C'est pas négocier avec la DRH, mais là, c'est négocier avec son mari. Négocier avec son mari, bien sûr, mais en tout cas, c'est sûr que les choses ne sont pas scindées et qu'il y a une porosité entre la vie professionnelle et personnelle, bien entendu. Garance Hiverneau, merci d'être venue dans Smart Job faire un détour par notre émission. 5K conseils adaptés aux femmes pour les accompagner. 8 semaines, une plateforme. Allez sur le site pour découvrir cette proposition qui peut vous aider à booster justement votre carrière ou tout simplement à renverser la table. Voilà pour Welcome to the Jungle et Working Progress. On retrouvera de nouveaux invités demain. Évidemment, tout de suite, c'est notre cercle RH, notre débat. On va parler des algorithmes. Le mot fait peur. Ces algorithmes peuvent-ils remplacer un DRH, le traditionnel RH? Des algorithmes qui font du recrutement, oui, évidemment. On en parle juste après cette petite pause et puis on découvre nos invités et ce débat. Le cercle RH, on parle des algorithmes. C'est un sujet qui fait peur parce qu'on n'en parle pas que dans le recrutement, mais on va en parler aujourd'hui dans le recrutement. Et si les algorithmes, les data, l'intelligence artificielle, remplaçaient le bon vieux DRH classique qui vous reçoit dans le bureau? On en parle beaucoup. C'est un sujet qui est très clivant. Nous voilà un peu plongés dans Terminator, Robocop, Blade Runner, Minority Report. Un peu. C'est de la science-fiction? Bien non, c'est pas de la science-fiction. Ça existe. On reviendra sur le bug d'Amazon. Vous savez, qui avait oublié de recruter des femmes parce que dans la manière dont on l'avait fabriqué, l'algorithme, ça avait bugué. On en parle. Est-ce qu'il faut encore la patte humaine, le regard, la sensation, l'échange humain? On fait le point avec mes invités. Gonzague Lefebvre est à mes côtés. Vous êtes le cofondateur de Clever Connect. Vous êtes déjà venu sur notre plateau. On est très heureux de vous accueillir. Alors, c'était la fusion de Météo Job et Vision Talent. C'est bien ça? Visio Talent. Vous accompagnez les entreprises, vous, sur toutes les étapes du recrutement grâce à des outils de sourcing. Vous êtes le méchant sur le plateau parce que vous utilisez de ces outils informatiques. J'essaie de vous faire sourire parce que c'est un sujet assez sensible et on s'aperçoit en fait que quand on a un smartphone, on a des algorithmes, on en a plein et ça pose pas de problème. Avec moi, Aurélien Esposito. Bonjour Aurélien. Bonjour. Décidément, on se voit beaucoup ces derniers temps. Vous êtes associé chez Talent Management et cofondateur de la Négociation Academy. Vous êtes celui qui portait quand même le message de
rien ne vaut un échange humain, rien ne vaut la main de l'homme, son écoute, la sensation, l'intuition même, j'allais dire. Merci d'être là. Alexandre Pachewski, merci d'être avec nous. Vous êtes le fondateur de Talentsoft, ça a été fondé en 2007. Alors c'est une belle entreprise qui est rentrée au Next 40, c'est bien cela, donc qui est en plein boom. Génération IA, parce que vous jouez aussi beaucoup dans vos conférences, sur votre chaîne YouTube, sur justement ce rapport au cinéma, à ce que le cinéma a apporté. Là, on n'est plus dans de la science-fiction. Je vous donne la parole à vous d'abord. Commençons par le début. C'est quoi l'algorithme dans le recrutement? Parce que la définition est un peu complexe sur le Larousse. Quelle définition vous lui donnez, vous, à cet algorithme dans le recrutement? Ça remplace l'homme? Non, à date, l'enjeu, c'est d'automatiser une partie de l'activité des ressources humaines, des managers, des collaborateurs. Donc il y a tout un pan d'automatisation. Ça a déjà cours depuis des années, bien avant l'intelligence artificielle, simplement avec des algos multicritères. Voilà, on donne des critères à l'algorithme et puis lui, il fait le tri entre les critères que vous lui donnez. Il a 300 CV, il en trie. C'est ça. Mais il y a une autre ambition aujourd'hui qui n'est pas d'automatiser, mais qui est d'arriver à compléter, d'augmenter, comme on le dit, l'humain en lui proposant, en l'occurrence dans le recrutement, peut-être des profils auxquels il n'aurait pas pensé, dans la formation, des contenus d'apprentissage auxquels il n'aurait pas pensé. Donc il y a une notion d'augmentation de l'humain. Juste d'un mot, parce que vous avez écrit ce livre Génération IA, l'intelligence artificielle est partout. J'ai animé beaucoup de colloques, beaucoup d'émissions sur plein de sujets qui ne traitent pas du recrutement. Pourquoi il fait si peur, ce mot? En fait, il fait peur. On a peur de ce que l'on ne connaît pas. Et l'intelligence artificielle, on croit que c'est réservé à d'autres. Tout l'objet de ce livre, c'est de montrer que d'abord, c'est déjà dans nos vies. Donc on n'a pas le choix de s'y intéresser, vous venez de le dire. Bonjour le smartphone. Et puis en plus, il n'y a pas à avoir peur de la machine. Il faut avoir peur de ceux qui vont les concevoir. Et donc c'est une question de société, c'est une question de choix de société, avant d'être une question de techno. Donc ça doit intéresser tout le monde. On ne devrait pas avoir peur. On ne devrait pas avoir peur. Gonzague Lefebvre, Cleaver Connect, c'est votre métier, le recrutement. Et c'est votre métier de l'associer à des outils. Ouais. Qu'est-ce que vous dites pour essayer de rassurer ceux qui, d'abord, craignent pour leur job, se disent, les DRH, dans 10 ans, c'est fini. Il n'y a pas que, on parle des notaires, des avocats. L'algorithme, il rentre partout. Il y a beaucoup de professions qui se disent aujourd'hui, mais dans 10 ans, est-ce qu'on est encore là? Est-ce qu'on a encore une utilité? Qu'est-ce que vous leur dites pour les rassurer? Alors, déjà, il y a deux personnes qui ont potentiellement peur des algorithmes. Il y a les recruteurs en se disant, est-ce que je vais être remplacé? Est-ce que mon métier va disparaître? Et il y a aussi potentiellement les candidats qui se disent, est-ce que ça va m'aider ou est-ce que je vais être victime? C'est-à-dire que nous, on avait fait une étude auprès de candidats en leur demandant, qu'est-ce que vous pensez de l'intelligence artificielle dans le recrutement? On va le voir d'ailleurs, on l'a préparé. Et c'était intéressant en fait parce Ils sont plutôt contents, les candidats? Oui, quand c'est pour les aider à trouver un emploi. En C'est disant, ça. si vous pouvez me suggérer un métier, super. On le voit, 70% c'est un apport en valeur dans la recherche. Ça, c'est la base. 88%, alors évidemment, on n'est pas sur une base 100, puisqu'il y a plusieurs items dans les réponses. Identification d'offres adaptées au profil, ça c'est très positif. Et puis on descend, 40,6%. Mais vous voyez, par exemple, détection des soft skills. ouais. C'est-à-dire que quand on dit aux candidats, en revanche, c'est plus pour vous aider, mais on va peut-être utiliser les algorithmes pour vous évaluer. Et là, la perception des candidats diminue assez fortement. Il y a une certaine crainte en disant, je veux bien que l'intelligence artificielle, les algorithmes m'aident, mais si demain je ne suis plus évalué par un recruteur mais par un algorithme, ça me fait peur. Voilà. Donc il y a vraiment ces deux, je pense, les recruteurs et les candidats qui sont potentiellement inquiets. On distinguera l'algorithme du sourcing, parce qu'il y a quand même l'algorithme sourcing qu'on évoquait, puis après on évoquera l'algorithme prédictif. Alors là, on rentre vraiment de la science-fiction, parce qu'on se projette sur le profil d'un candidat qui pourrait, dans les 5 ans, parce que c'est ça l'idée, se dire, tiens, lui, on a trouvé la perle rare, dans 5 ans, l'algorithme nous dit qu'il est le directeur général. C'est peut-être plus compliqué dans Aurélien Esposito. L'algorithme, c'est un outil où il remplace? Parce que c'est ça la question. Est-ce qu'on s'appuie comme sur une canne sur un algorithme, ou est-ce que l'algorithme devient l'individu en lui-même? Alors, moi, du coup, pour mon profil, effectivement, on parle profiling chez nous, donc on va s'intéresser à l'humain, à tout ce qu'on peut ressortir de l'humain, au travers de la négociation d'une part, et ensuite avec toutes les méthodes disponibles. Et effectivement, alors, je ne vois pas vraiment de confrontation entre les deux. Il n'y a pas de débat. Parce que je pense que c'est pas le même métier. C'est-à-dire que aujourd'hui, une détection humaine pour quelqu'un de formé, je pense qu'on n'est pas encore au stade de l'IA qui est capable de faire ça. Parce qu'il faudra que l'IA puisse apprendre, comprendre. La variable humaine, elle est infinie. Donc je pense qu'il y a encore quelques années devant nous avant que l'IA puisse faire ça. Il y a des DRH qui disent, bon voilà, je suis encore en poste pour quelques temps, je vais pouvoir recruter. Assurez-les, c'est important. Ils peuvent rester encore. Par contre, c'est sûr qu'il y a une partie masse qui aujourd'hui pose un problème au traitement humain. On parlait tout à l'heure des 300 CV. Je suis persuadé que pour un recruteur, absorber 300 CV en lecture et être capable de ressortir les bonnes infos humaines de ça,
Je pose la question. Alors, je ne l'ai pas vu encore. C'est comme ça qu'on démarrait le débat. Vous dites, Oui. quand c'est pour trier, c'est bien, puis ensuite, il faut que l'humain récupère le Mais dossier. il y a un paradoxe, c'est que finalement, on se dit que l'humain, il va justement avoir la sensibilité de faire attention à ce que les gens pourraient avoir comme compétence et qu'ils ne savent pas montrer. Mais bien souvent, sans être cynique, je vois l'inverse. Je vois des recruteurs qui sont mus par la prise de risque et qui se disent « je me ferai jamais engueuler par mon patron si je recrute un HEC », alors que ce profil un peu bizarre, s'il échoue après, je vais me faire engueuler. En fait, le point de l'IA, d'abord aujourd'hui, et je vous rejoins complètement, l'IA n'est pas du tout question de remplacer l'humain. La question de l'IA, c'est d'abord comment on va l'éduquer, et je pense que ce n'est pas les algorithmes qui sont discriminants, c'est les données qu'on va leur donner Complètement, bien sûr. pour qu'ils s'éduquent, et ensuite c'est les traitements qui vont venir derrière. Ouais, c'est le bug d'Amazon. Ils se sont aperçus que dans ce qu'ils avaient rentré, les femmes ne pouvaient pas accéder au Et là, c'est recrutement. parce qu'on est sur une industrie qui est discriminante, et l'algorithme n'a fait que le refléter. Donc l'IA à date, c'est à mon avis notre meilleure chance déjà pour apprendre à connaître nos pratiques, nos biais, et on n'en aime pas à remplacer l'humain, on en est à mieux se connaître. Mais l'IA, au début, on avait de l'informatique. On parle d'intelligence artificielle. C'est-à-dire que dans l'informatique, on y met de l'intelligence. Est-ce qu'on peut dresser, mieux que peut le faire un homme, un profil d'un candidat idéal? Parce que la machine, j'allais dire, ne se trompe pas. Elle est froide, elle est sans a priori, elle est sans jugement. C'est tout le problème. C'était l'objectif au départ, je pense, la recherche d'objectivité en disant un humain ne peut pas être objectif parce que de par votre éducation, l'école que vous avez fréquentée, discrimination, vous avez des biais. Et donc on s'est dit, est-ce qu'une machine peut supprimer ces biais? Je pense que, je suis éditeur de technologie, donc évidemment je crois en la techno. Néanmoins, je suis convaincu que les humains ont des biais, les humains ont créé des algos, donc les algos ont des biais. On peut chercher à les diminuer au maximum, mais la promesse de valeur qui est de dire un humain a des biais, moi, cher recruteur, je vais vous proposer un algorithme 100% neutre, 100% objectif, je n'y crois pas. On peut accompagner le recruteur, le remplacer. Mais si je peux me permettre, je vous pose la question, ça permet quand même, et c'est intéressant, d'ailleurs le sondage le dit, du côté des recrutés, ça limite la discrimination. Il y avait le CV anonyme, parce que c'est vrai que certains candidats qui avaient un bon niveau scolaire, vivant dans un quartier, portant un nom à connotation étrangère, et n'ayant pas la bonne couleur de peau, bref. Est-ce que l'algorithme règle cette question? Je vous sens hésitant. Non, moi je crois pas du tout. Pas du tout, non mais je crois en gros, pour être clair, la machine ne règle aucun problème humain. La machine est là soit pour les mettre en évidence, soit pour, à un moment donné, donner l'opportunité à l'humain de faire autrement. En l'occurrence, le CV anonyme, ça a quand même été un échec, parce que vous pouvez bien effectivement faire qu'un candidat dont vous parlez, qui ne vient pas des bons endroits, qui n'a pas fait les bonnes écoles qui arrivent, mais de toute façon, s'il y a une mentalité qui n'autorise pas l'acceptation, l'invitation des personnes qui ont un profil un peu dit atypique au sein de l'entreprise, vous les présentez, ils sont rejetés. Donc la question, une nouvelle fois, elle est humaine, elle n'est pas... Et je reviens juste sur une notion de profil parfait, l'IA ne fera jamais ça pour une raison. Oui, c'est un peu le rêve. Non, mais pour une raison simple, ça n'existe pas un talent. Un talent, c'est quelqu'un qui est plongé dans une organisation, se révèle. Et s'imbibe. Et alors ça veut dire qu'une IA doit prendre en compte et l'organisation et l'intention des dirigeants et de la RH quant au type de profil. C'est un mariage en fait, le talent. C'est pour ça qu'on parle de matching, ça ne peut être qu'une association. Exact. Et avant qu'une machine, on sache l'éduquer pour appréhender tout ça et qu'on lui fournisse les données qui vont bien, c'est pour ça qu'aujourd'hui on est au stade de recherche en réalité, et qu'il n'y a rien de véritablement efficient en la matière à date. Enfin, il y a des outils de sourcing, il faut rappeler que ça c'est très concret, vous l'utilisez, ça trie, ça classe et ça élimine, j'allais dire, 60% des CV qui ne correspondaient pas du tout à la demande. Sur la base, sur la base de critères mais qui a été les plus objectifs, fixé par l'entreprise. Mais de critères les plus objectifs possibles que nous on appelle, si vous voulez par exemple, le métier, le nombre d'années d'expérience, les compétences. Ouais, les critères objectifs. C'est-à-dire, voilà, moi je voudrais un candidat qui parle anglais, qui a fait telle école et qui a 10 ans d'expérience. Bon. Je peux dire ils l'ont ou ils l'ont pas. Ouais. En revanche, par exemple, nous on va être particulièrement vigilant à sortir par exemple les hobbies. On ne va pas faire de matching sur les hobbies, alors qu'un recruteur peut l'utiliser en disant c'est un élément de la personnalité. Évidemment. Mais je fais de l'alpinisme, je joue aux échecs, c'est pas pareil. Exactement. Et est-ce que, par exemple, nécessairement, parce que vous faites de l'alpinisme, vous êtes quelqu'un qui aime la prise de risque? Est-ce que ça serait du coup une interprétation dans l'algorithmique qui pourrait être dangereux. Vous voyez que l'algorithme peut rentrer cette donnée. Faut-il le garder ou ne faut-il pas? C'est ça toute la question. Mais en fait, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je pense qu'on automatise le sourcing. Pardon.
Moi, les questions avec lesquelles je venais aujourd'hui sur le plateau aussi, c'était de me dire... Vous aviez des questions en poche, en fait. Ouais, Allez-y, posez-les. Moi, ça m'intrigue, je trouve le sujet fantastique. Donc, Moi, c'est passionnant. je vous donne un exemple. Moi, j'ai un frère qui est haut potentiel et qui a, pour le coup, un profil vraiment atypique. On parlait de l'alpinisme. Lui, les hobbies, c'est la partie du CV qui marche le mieux. Parce que, pour le coup, il cherche... Au potentiel, c'est les enfants qui ont du mal à trouver leur place à l'école, et souvent. du coup, effectivement, et du coup, si on est capable d'aller quand même trier ce qu'on met ou ce qu'on met pas par rapport au hobby ou autre, comment on peut intégrer ces profils-là? Est-ce qu'il y a des ressources? Est-ce qu'il y a des choses C'est une excellente question. qui permettraient... Typiquement, pour moi, ce type de compétence aujourd'hui n'est pas bien géré par les algorithmes parce qu'on n'est pas capable de relier alpinisme facilement à des compétences métiers. Et du coup, c'est pour ça que je pense qu'on parle d'ailleurs beaucoup de recruteurs augmentés. Donc dedans, il y a augmenté par la technologie. D'où les outils, mais il y a recruteur. Ouais, bien sûr. Parce que ça me semble être le bon terme d'ailleurs. Hein. C'est le recruteur augmenté. C'est beaucoup mieux. Il fonctionne assez bien. Je trouve. Mais vous en pensez quoi de cette question de... parce qu'en préparant l'émission, évidemment, je me suis plongé à corps perdu dans le sujet. J'avais déjà traité cette question. Mais je me dis, mais est-ce que le CV, c'est le meilleur moyen de recruter quelqu'un déjà? Le nombre de types qui vous disent, moi, j'ai été recruté sur un CV, mais ça ne correspond pas à moi. J'ai plein d'autres choses à donner. C'est l'entrepreneur qui va vous répondre. Je ne lis pas le CV des gens qui arrivent dans mon bureau. Vous regardez quoi à leurs yeux? D'autres le font. Donc il ne faut pas être hypocrite. Il y a des recruteurs qui, à un moment donné, disent rencontre cette personne. Voilà, je t'amène ces 5... Et moi, ce qui m'intéresse, c'est pas ce qui est écrit sur un CV. D'abord, et c'est pour ça que le sujet il est éminemment humain, c'est la rencontre. Est-ce qu'on sent? Et on parle bien de sentir. Donc d'énergie. On a un corps, une machine, voilà. on n'a pas. Il y a des gens avec lesquels déjà on se sent bien, d'autres non. Ça ne veut pas dire qu'il faut les recruter ou pas. Mais tout ça, ça compte. Quelle histoire il me raconte? Un CV, c'est comme un talent. C'est neutre. La question, c'est quand on le fait vivre, qu'est-ce qui fait que quelqu'un a fait ça à un instant donné? C'est pas forcément un génie parce qu'il sort de telle école. Et donc en fait, il faut écouter une histoire. Les gens aiment les histoires. Et moi, je pense qu'il n'y a pas de grande théorie sans petits exemples. Je vous en donne deux. Dans Le Stratège, le film Le Stratège, l'excellent film Oui, parce que vous citez beaucoup de films. de 2011, Bah ouais. il y a un algorithme. Film génial. C'est le cœur du film. Ouais. Un algorithme basé sur un bouquin qui s'appelle Moneyball qui permet de recruter des joueurs de baseball qui n'auraient jamais été recrutés. Exactement. Ils sont mis en échec au début du film parce que l'entraîneur n'en veut pas. Donc de toute façon, il faut d'abord une structure d'hébergement de ces gens dits différents. Et d'acceptation. Donc c'est pour ça que c'est humain, c'est organisationnel, c'est culturel. Et la deuxième chose, si on automatise le sourcing, comme tu viens de le dire, Gonzague, ça fonctionne aujourd'hui. Par contre, est-ce que c'est ce que moi, personnellement, j'attends de l'IA, qui n'a pas cours aujourd'hui? Non. Ce que j'attends, c'est ce qui s'est passé avec AlphaGo et Google DeepMind, où Lee Sedol a dit qu'un des coûts de DeepMind a changé. Le jeu de Go. D'AlphaGo a complètement changé sa pratique du jeu, Absolument. parce qu'il est sorti du cadre. C'est là où je pense que l'humain va être augmenté, c'est quand l'IA va nous faire une proposition qui sort du cadre. Problème, c'est l'humain est-ce qu'on augmenté. sera prêt à l'accepter? C'est ça, exactement. Et est-ce que l'entraîneur, pour faire la métaphore, Exactement. acceptera ce candidat qui a été fabriqué, entre guillemets? Il y a une difficulté. C'est vrai que l'entraîneur, il a sa patte, il a sa touche. Et un entraîneur, c'est un DRH. C'est un homme qui va animer une équipe. Qui a des objectifs, qui a des risques qu'il peut prendre ou C'est pas. un manager. Juste quand même sur cette question des hauts potentiels. C'est une question qui est posée régulièrement, c'est-à-dire qu'on a le sentiment, vous, qui êtes là pour préparer, emmener des candidats, vous dites, j'en rate plein, j'arrive pas à les toucher. Comment on fait là? Est-ce que l'intelligence artificielle peut, et l'algorithme, faire émerger ces potentialités, ces talents venus des quartiers, venus d'écoles à haut potentiel? Comment on fait? Parce que finalement, on le dit dans chaque article, c'est des HEC, c'est Polytechnique, c'est les centraliens, c'est des normaliens. En dehors de ça, il n'y a rien qui émerge. Nous, on a fait C'est dur, ça. On a fait une expérience avec Leroy Merlin qui s'est mis à recruter sans CV. Et à la fin, 2 conclusions. 30% des gens qui ont été recrutés, ils ont après regardé les CV. Sur des postes vendeurs en magasin et tout d'accord. ça, ne l'auraient pas été sur la base du CV. Donc, c'est-à-dire que quand on ne regarde pas le CV, finalement, on recrute des gens dont un tiers, en fait, on ne les aurait pas gardés dans un processus inversé. Et à 1 an, diminution de plus de 20% du turnover. Pour moi, la conclusion, c'est est-ce que, et j'adore cette question, est-ce que le CV est la bonne clé d'entrée? On l'utilise parce que c'est la plus simple. Mais On bien est sûr. capable de dire sur 300, comme je disais, je voudrais 3 ans Oui, il y d'expérience. a les critères, il y a les items. Et du coup, c'est très facile de dire, bon, tout cela, ils vont pas, il m'en reste plus du coup que 10% sur les 300, 30, je suis capable de les gérer. Mais est-ce que c'est la bonne clé de départ? Eh oui. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'en question, quand vous posez une question à un recruteur,
qu'est-ce que vous recherchez? À chaque fois, ils vous sortent une liste de soft skills. Je cherche un esprit. Les caractères, l'attitude, toujours. entreprenant, Mais le premier sympathique. critère de sélection, ça va être plutôt ce qu'on appelle des hard skills et bien sûr. de l'expérience. Ça serait des original que diplômes. vous receviez que des CV où il y a marqué je suis plutôt sympathique, je suis Ça pas serait- jaloux. C'est ce qu'on met maintenant. ça serait Et c'est- génial. c'est amusant que Ce vous que je veux disiez dire, ça. il y a déjà. Ouais, Ouais, déjà c'est des des amorces compétences. Quoi. Et c'est clairement, et ça faisait aussi partie de mes questions. Ça sera la deuxième et la dernière, attention, Comment- Aurélien, J'adore pas plus de les deux questions j'adore les dans une émission. Qui est formé à rédiger un CV qui va correspondre et qui va matcher? On parlait de matcher tout à l'heure, qui va matcher, qui peut répondre à ces critères-là. Et je trouve intéressant l'idée de sortir du CV, Mais bien sûr. de se dire est-ce que Il y a les gens quand même sont un formés à bien stratagème du rédiger, à CV. bien mettre Mais- les- mais- mais L'algorithme, il peut détecter le type qui, entre guillemets, il y a les soft skills sur lesquels on a menti, il y a les diplômes qu'on a exagérés. Bon, ça, c'est facile à retrouver. Mais il y a quand même une technique de CV. On a tous fait des CV pour dire tiens, je vais un peu gonfler ça. Ça, je suis un peu faible en anglais, mais je vais dire ça. Enfin, vous Je ne vais voyez, pas vous poser la question, mais en gros, on peut exactement rapprocher ça des sites de rencontres. c'est exactement Est-ce ça. que c'est facile de dire, si je dis je suis petit, pas sportif, pas très malin, et d'après C'est pas vous, vendeur, est-ce que hein. les algorithmes vont ressortir ça pour les jeunes femmes qui recherchent C'est exactement un homme? ça. Et en fait, de toute façon, le problème de la machine dans le recrutement à date, c'est qu'on risque de reproduire un Tinder. Alors les gens qui se disent c'est fabuleux Tinder, bah, c'est très bien d'utiliser ça, mais tous ceux qui crient au scandale en disant mais c'est pas ça la relation humaine, c'est pas ça la rencontre, question, pourquoi c'est exactement ce que vous faites dans l'entreprise? Exactement. Alors Ouais. l'espoir autour de l'IA, c'est qu'on fasse un peu différemment. Maintenant, encore une fois, ce qui est amusant, c'est que ce sont les personnes qui aujourd'hui font le Tinder de l'entreprise qui disent utilisons l'IA. Elles comprennent à peine ce que c'est. Elles ne savent pas quelles données C'est vont exact. fournir et elles ne sont pas capables de fournir Oui, les on utilise intentions ce grand dans mot. une culture qu'ils ne savent pas décrire. Est-ce que ça peut vraiment marcher aujourd'hui? Pour ça que c'est d'abord le sujet des algorithmes, c'est une pelote de laine que l'on tire pour arriver à 1000 sujets humains, Je suis entièrement d'accord. organisationnels et culturels. Mot très valise qu'on utilise évidemment et qui est assez technique. Et je reprendrai un sujet qui est cher, parce que j'ai lu le premier livre d'Alexandre, qui a un mot qu'il utilise qui est très vrai, c'est la notion de singularité. C'est-à-dire qu'en fait, chaque personne cherche à être singulier. Et je Ah pense oui. que l'objectif, ça Ah oui. serait demain que nos processus de recrutement s'adaptent presque à chaque personne. Oui, C'est-à-dire il faut l'affiner à chaque personne. comment en fait. on fait pour... Je postule dans une entreprise, j'ai des contenus relatifs à cette entreprise, mais qui sont aussi dans mes centres d'intérêt, et un processus de recrutement et d'évaluation qui est propre à mon poste. C'est-à-dire que si je postule sur un poste de commercial, peut-être que réaliser une vidéo, c'est pertinent. Si je suis sur un poste de développeur, on me fait peut-être plutôt un petit test de code. Voilà. Ouais. Et comment Vous avez- on adapte le Et processus le aussi à chaque temps file, personne. je suis désolé. Là, on parle de médecine prédictive de plus en plus grâce aux data. Google travaille sur le sujet. On parle de criminologie prédictive, c'est-à-dire le Canada travaille sur de la prédiction de crimes, et ça c'est Minority Personne Report. Interest aussi. Et absolument. Est-ce qu'on peut imaginer du recrutement prédictif? C'est-à-dire que vous avez ce candidat et l'algorithme, en rentrant plein de données, vous allez dire à votre client, lui, je pense que dans 5 ans, si vous le cornaquez bien, il devient DG et il vous prend votre place. Non, mais je Moi, rigole, personnellement, mais... j'y crois sous condition. Ah. Une des conditions, d'abord, c'est la notion de confiance. On ne l'a pas évoquée. Mais quand bien même vous pousseriez le profil du siècle pour une entreprise, Oui. quelle confiance on accorde à un algorithme aujourd'hui? S'il vous fournit une réponse que vous attendiez, c'est peut-être un biais de confirmation. Si vous dites qu'est-ce que c'est que ces histoires, c'est simplement parce que votre schéma d'interprétation n'est pas prêt à l'accepter. Donc il y a une notion de quelle confiance Et une peur, j'accorde. et une peur. Comment je l'éduque? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on est d'abord, Aurélie Jean le dit très bien aussi, sur une notion d'évangélisation pour essayer de faire comprendre aux gens comment on éduque une IA, comment on va éduquer des enfants. Et Comment on nourrit la petite machine, quoi. condition d'être en plus capable de définir clairement ses intentions. C'est important. Et on est loin de savoir le faire aujourd'hui en entreprise, surtout dans le contexte actuel, c'est très difficile. Je pense qu'on peut y arriver. Mais vous voyez qu'il y a un certain nombre de prérequis. Vous le poussez, ça, chez Clever Connect? C'est-à-dire l'idée qu'on peut aller jusqu'à faire du prédictif. C'est-à-dire que sur la base de ce recrutement, de ce candidat, vous dites, moi, je peux vous assurer, grâce à la machine, évidemment, dans 5 ans, il va exploser. Non. Non, Enfin, on peut pas. Là, je Comme un m'inscris peu footballeur, en comme un faux. tennisman. Non, parce que ça suppose de réussir à définir les déterminants du succès. Ils avaient essayé de le faire chez Fox News en disant qu'est-ce qui fait qu'une personne est performante. Et ils s'étaient dit, OK, il faut qu'elle soit depuis au moins 3 ans dans l'entreprise et qu'elle ait une promotion tous les 2 ans. Ça paraissait logique. Ils se sont rendus compte 10 ans après qu'en fait, comme il y avait une discrimination systématique à l'égard des femmes, toutes les personnes qui avaient des augmentations, des promotions tous les 2 ans étaient des hommes. Donc, mon profil parfait dans 5 ans aurait été un homme et pas une femme. Voilà pourquoi. Donc, oui,
Oui, mais dans un apprentissage non supervisé, si on laisse la machine s'entraîner, peut-être que justement elle sortira des patterns qui ne sont pas ceux qu'on a cognitivement, qui sont la plupart du temps d'ailleurs des biais, et je te rejoins à 100 000 %. Ah oui, En revanche, discriminant. Ouais. est-ce que la machine pourrait mettre en avant des patterns auxquels on n'aurait pas pensé? Et c'est pour ça que la machine, à mon avis, nous aide d'abord à mettre l'humain dans une démarche d'apprentissage. Oui. Et on doit instaurer un dialogue, mais encore une fois, encore faut-il comprendre comment va se faire l'apprentissage. Vous savez que vous allez revenir en parler parce que le sujet est terminé malheureusement pour aujourd'hui, mais j'ai envie de le poursuivre. Terminé, une conclusion. Non, je voulais juste intervenir sur les recrutements, on appelle ça les recrutements chirurgicaux, où il faut vraiment aller chercher en profiling les pincettes et essayer de trouver le profil summum qui va tenir dans 5 ans et tout ça. Je suis sûr que la machine à un moment apportera quelque chose et je pense qu'effectivement il faut qu'on casse les biais parce que les gens nous demandent de faire ça en utilisant les algorithmes en amont pour réussir à traiter. Donc, il faut qu'on arrive à aligner les deux et à trouver quelque chose Parce que le qui soit niveau vraiment d'exigence, on ne le dit pas, mais du recruteur est très important. très élevé. Donc vous oblige à avoir un maximum d'outils pour trouver. C'est ça une autre difficulté. Et d'ouvrir le panel au départ de l'arrivée des Exactement. CV pour pas... Et si le patron du recruteur est plus ouvert à la prise de risque et aux erreurs potentielles, je pense aussi qu'on déverrouillera quelque chose d'important. Ouais, ça, et c'est là, important. c'est un sujet de dirigeants. Faire tomber les murs. Et puis moi, j'ai retenu évidemment le DRH augmenté, comme on fait un policier augmenté aujourd'hui avec des capteurs, avec des caméras. Mais il y aura des DRH augmentés. C'est un sujet passionnant qu'on va continuer à suivre. Merci à vous, Gonzague Lefebvre, cofondateur de Cleaver Connect. Merci à Aurélien Esposito chez Talent Management et fondateur de Négociation Academy. Puis merci à Alexandre Pachewski, Talentsoft, qui est une entreprise connue, Next 40. Mais vous allez plus loin parce que vous avez une chaîne YouTube et vous prenez la parole, vous vous déplacez, vous faites de l'évangélisation, si j'ai bien On compris. essaye. Merci à vous trois. C'est la fin de Smart Job. Il nous reste fenêtre sur l'emploi. Et vous allez voir, on est exactement dans le sujet. Le candidat idéal. Notre invité va nous en parler. Notre invité sur le plateau Fenêtre sur l'emploi, il s'installe. Gaël Châtelain-Berry, merci d'être avec nous. Vous êtes écrivain. Vous avez une connaissance, je dirais, par les années du recrutement. C'est intéressant parce qu'on vient de faire un débat sur l'intelligence artificielle. Vous avez dû vous y intéresser. Vous dites, je peux vous présenter le candidat idéal, c'est-à-dire celui qu'attend l'entreprise. C'est quoi les critères du candidat idéal? Il existe ce candidat ou c'est un portrait robot imaginaire? Alors, je vais peut-être vous décevoir, le candidat idéal n'existe pas, parce que je suis assez convaincu qu'il n'y a pas de mauvais salariés, il n'y a que de mauvais recruteurs. D'où l'intérêt de votre débat précédemment, puisque c'est un outil additionnel, mais quelqu'un qui va être mauvais dans le job A sera probablement le meilleur dans le job B. Et donc, c'est vraiment une question de recrutement. Toutes les aides vont être intéressantes. Ce dont on parlait tout à l'heure, d'ailleurs. Exactement. Alors ensuite, ça pose la question de la fiabilité, comme ça a été très bien posé, des biais, parce qu'on pourrait parler des algorithmes. Les algorithmes étant créés par des hommes, on s'aperçoit que bizarrement, les algorithmes favorisent les hommes. Donc... Exemple Amazon, on l'évoquait tout à l'heure. Les femmes disparaissent. Mais avant d'être conférencier écrivain, j'ai été manager dans des grands groupes médias pendant plus de 20 ans. Le truc le plus passionnant, c'est le recrutement, parce qu'il y a ce côté, c'est un peu un pari, on parie. Exactement. Et vous qui êtes quand même dans une aventure nouvelle d'entreprise, c'est intéressant de voir l'évolution. Ils se sont dit, je voudrais des candidats motivés. Aujourd'hui, c'est très motivant de créer une nouvelle émission, créer une nouvelle chaîne de télé. Peut-être que dans un an, votre motivation, ça sera votre salaire. Peut-être que ça sera une nouvelle émission. Peut-être. Donc les critères de motivation, ils bougent, ils évoluent. Et ils évoluent avec l'âge. Enfin, vous parlez quand même de candidats fiables, de candidats loyaux, donc c'est-à-dire de recruter loyal. Fiable, ça, c'est des critères importants. Ah, tout à fait. La loyauté, on parle aussi d'engagement. Une étude de Gallup qui n'est pas très vieille, qui a 3 ans. Vieil institut Gallup. Exactement. Un des premiers d'ailleurs. Et qui a montré que le salarié français est le moins engagé en Europe. Ouais, seulement 6% des salariés français. C'est-à-dire qu'on parle quand même d'un désengagement majeur. Et là, la démotivation après le confinement, elle est forte. Est très forte, c'est plus de 70%. Qui se déclarent moins motivés. Comment vous l'expliquez d'ailleurs? Comment se fait-il que notre pays, la France, on ait des collaborateurs peu engagés ou moins engagés? Mon dada, depuis 30 ans, c'est le management. Et je pense qu'on a un niveau de qualité de management très inférieur à beaucoup de pays. Regardez nos grandes écoles, nos grandes universités. J'ai fait une grande école de commerce, je crois que j'ai eu un cours de management sur 3 ans. Et c'est fondamental. Ah oui, surtout que ça s'appelle quand même des écoles de management. C'est quand même assez paradoxal. En fait, le management, dans votre bouche et dans votre expérience, dans votre vécu, c'est quoi? C'est savoir s'exprimer avec des collaborateurs, c'est les emmener dans une aventure, c'est de les faire un peu rêver aussi? Alors, il y a 5 ans, j'ai créé le concept de management par la bienveillance dans un bouquin bien nommé « Mon boss est nul, mais je le soigne ». Oui.
On s'en souvient. Je pense qu'un bon manager, ça va d'abord être quelqu'un qui va être à l'écoute, mettre l'humain au centre de tout. Et je pense qu'en France, je ne vais pas faire toute l'histoire de la bienveillance en entreprise, mais on s'est aperçu que le bien-être et la bienveillance étaient fondamental en 2008 avec la vague de suicides chez Renault et France Télécom. Donc on est passé vers l'utilitaire, mais ça fait que quelques années qu'on s'aperçoit qu'un salarié qui est bien dans ses baskets va être plus performant. Et on redécouvre avec le télétravail là, vous avez vu. Hein, bien entendu. Voilà, là, on a des études précises. Mais le management à distance met en exergue d'autres problèmes. Parce que... Fiabilité, loyauté, quelles sont les 3 autres qualités très, très rapidement? Alors, je dirais qu'il faut être engagé, ça c'est absolument fondamental. Et ensuite, la liste pourrait être extrêmement longue, c'est-à-dire qu'on peut la prioriser, bien entendu, on peut prioriser les qualités, mais j'écris des articles sur le sujet et forcément, je mets des cadres, mais en fonction des boulots, ça va dépendre. Mais Gaël, est-ce que ces données-là, on peut les rentrer dans un algorithme? Est-ce qu'on peut donner ces critères, ces patterns, puisqu'on parlait de patterns tout à l'heure, dans un algorithme? Alors, je ne suis pas spécialiste et je ne voudrais surtout pas me... Non, mais vous qui allez vous pencher sur cette question, c'est-à-dire qu'on a des données objectives, c'est jour-nuit, 10 ans d'expérience, pas 10 ans, ça c'est facile à faire sur le plan informatique, mais c'est plus compliqué de dire comment une machine peut dire lui, il sera engagé ou il est engagé? Écoutez, à ce jour, à ma connaissance, la seule expérience dans un grand groupe, ça a été fait chez L'Oréal il y a 1 ou 2 ans, ils ont arrêté au bout de 2 mois. Donc je pense que ça va arriver, c'est une aide à la décision. Au même titre que vous avez des très grandes boîtes américaines qui ont un 13e homme autour du conseil d'administration qui est une IA. Et c'est une aide à la décision. Ensuite, je pense que le truc formidable chez l'être humain, c'est qu'il est imprévisible. C'est vrai. C'est une drôle de bestiole. Oui, exactement. Mais c'est comme Facebook qui prévoit les suicides en fonction de ce qu'on poste. Donc bien sûr que ça va avancer. Du prédictif, je l'évoquais tout à l'heure. Tout à fait, du prédictif. Mais ensuite, j'aime à penser qu'en tant que manager, je ne pourrais pas me défausser de ma responsabilité sur un recrutement. On va dire, ah oui, c'est l'algorithme qui a choisi, moi, écoutez, je ne peux rien faire. Et ça, on le voit en entreprise. Et plus on monte dans la hiérarchie, plus un manager peut avoir tendance à dire, c'est pas ma faute à moi, c'est lui qui a décidé. Ce qui est un peu simple. Qui est très dangereux d'ailleurs, parce qu'on se défausserait sur la machine qui elle-même a été créée, fabriquée. Donc, Gonzague, avant de nous quitter, je sentais un peu perplexe, non? Vous étiez... Non, pas perplexe. J'étais d'accord d'ailleurs avec le sujet. C'est Jérémy Cléda que vous recevez parfois ici. Absolument, bien sûr, il y a tous les jours. Il disait, il faut passer du manager au leader. C'est-à-dire qu'avant, le manager était vraiment un peu plus, on va dire, dans le contrôle, dans driver ses équipes. Aujourd'hui, pour créer l'engagement, les gens ont besoin d'un leader, d'une vision, de sensibilité, d'autonomie. Et du coup, je pense que cette transition, en tout cas au niveau du management, est à faire dans nos entreprises françaises. Elle a été faite à l'étranger, pas forcément chez nous. Merci. Oui, nous ne sommes pas une machine parce que nous sommes en retard. C'est important. Je ne suis pas un robot. Je suis un être humain qui est en retard. Voilà, comme beaucoup d'êtres humains. Ça peut arriver. Merci à vous, Gaël. Vous reviendrez parce que vous êtes écrivain et on vient de l'entendre. Une expérience très longue. Cadeau pour vous. Et il y a beaucoup de cadeaux, beaucoup de choses et des livres aussi à découvrir. Gonzague, merci Gonzague Lefebvre. Merci à Aurélien Esposito d'avoir terminé l'émission avec moi. C'est la fin de Smart Job. Je vous remercie de votre fidélité. Merci pour les réactions sur les réseaux sociaux. On se retrouve demain, évidemment, à la rencontre de nouvelles histoires, d'un nouveau débat et de nouvelles rencontres. Portez-vous bien d'ici là. Bye bye.